Bien, C'est parti. Je pense qu'on peut y aller. on peut y aller. Bien, bonjour à tous. Bah, écoutez, moi, je suis ravi avec Adrien de vous retrouver dans des conditions inédites Mm. pour faire ce premier webinaire donc, sur l'actualité du moment que vous avez tous, à savoir la gestion de crise donc, du personnel dans vos structures profession sport et loisirs, mais également pour vos adhérents. Alors, juste quelques petits mots en introduction. Je sais qu'ils nous entendent, mais qu'ils ne peuvent pas parler. Mm. Donc, je me fais le porte-parole de Bernard Delorme, de Nicolas Verdon et puis du conseil d'administration de la fédération. Là, pour vous dire qu'on est extrêmement content de vous retrouver sur cette première expérience webinaire qui devrait sans doute en appeler d'autres. Un grand merci à notre partenaire Corum et en particulier à Thomas Delamotte, hein, qui est responsable de la communication chez Corum, pour nous avoir mis à disposition cet outil qui s'avère bien pratique. D'ailleurs, Thomas sera votre interlocuteur. Alors, même si vous ne le verrez pas à l'écran, mais Thomas sera votre interlocuteur pour répondre à vos problématiques de nature technique, mais liées à l'utilisation en fait du module, hein, pas sur les aspects juridiques, hein, mais liées à l'utilisation donc de l'outil. Donc, vous pourrez communiquer, chatter avec lui et il vous enverra peut-être certains mails pour que vous puissiez faire certaines actions. Alors, vous êtes 110 inscrits, je crois qu'on est 108 en ligne, donc écoutez, ça démontre en tout cas tout l'intérêt que vous avez par rapport à la problématique du jour. C'est vrai qu'on a énormément de questions à traiter. Et on va essayer, écoutez, pendant cette heure et quart, 1h30, eh bien on va dire peut-être d'abord de faire on va dire une mise à niveau sur le niveau d'information que vous pouvez avoir sur la crise, la gestion de crise du personnel actuelle. Vous voyez à droite, vous le connaissez, vous l'avez sans doute eu au téléphone. Vous voyez que Certainement, oui. voilà, le barbier est en grève, en tout cas. Il n'est pas en grève, il est fermé, le barbier. Il Donc, est fermé. euh, voilà, donc Adrien Simoneau que vous avez régulièrement donc, pour les questions. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment va fonctionner ce webinaire, euh, j'en serai donc l'animateur et Adrien sera, on va dire, le modérateur, puisque si vous ne pouvez pas avoir la possibilité d'intervenir vocalement parce que vous êtes trop nombreux, vous aurez en revanche la possibilité de poser vos questions par écrit, par voie de chat. Alors, on s'efforcera dans la mesure du possible Mm. d'apporter une réponse, si on le peut, durant ce webinaire. Alors, en revanche, ne vous formalisez pas si vous n'avez pas de réponse, puisque si vous n'avez pas de réponse, ça veut dire que peut-être que la réponse est déjà apportée par exemple, sur le forum de l'intranet ou sur une note juridique que l'on a déjà fait. Ou bien que votre question, elle est peut-être un petit peu trop technique pour pouvoir y apporter une réponse satisfaisante. Et vous savez que on est quand même dans des situations très inédites. Et j'y reviendrai tout à l'heure. On n'a pas forcément aujourd'hui des réponses à tout, mais en tout cas, on vous laissera jamais, j'irai, sans décision à prendre sur telle ou telle problématique. Alors, comme je vous le disais, donc, vous pouvez d'ores et déjà, hein, si vous le souhaitez, commencer à poser vos questions. Sachez que, de toute façon, avec Adrien, on va se faire une base de données, on va récupérer toutes Mm. vos questions et on se forcera au fur et à mesure, si ce n'est pas aujourd'hui, en tout cas, d'y répondre en faisant une foire aux questions ou autre. On verra de la manière dont on s'organisera. Euh, Comme on vous le disait, donc, on va dire, première thématique aujourd'hui, faire un point global, se mettre tous au même niveau et se poser un petit peu par rapport, je dirais, à tous
ces textes et ces informations en grand nombre qui sont intervenus depuis un peu plus de 15 jours. On se réserve la possibilité, notamment en relation avec Marie-Laude, de vous proposer, si cela est possible, on reviendra vers vous très rapidement, un ou plusieurs autres webinaires sur des sujets plus techniques, notamment liés à la paye, puisque vous aurez, bien, il y aura des décisions à prendre au niveau de la paye. Vous en avez déjà prises un certain nombre, mais il y a probablement des sujets techniques sur lesquels, eh bien, il faudra qu'on prenne un petit peu plus de temps, peut-être en comité plus restreint, pour traiter de ces problématiques. Dernier point sur le fonctionnement de ce webinaire, il sera enregistré et il sera donc bientôt disponible sur l'intranet de la fédération. Voilà, bon, c'est la raison pour laquelle aussi, je vous dis, dans nos réponses, on sera aussi parfois prudent parce qu'on ne veut pas non plus vous répondre dans l'émotion sans être sûr de la réponse qu'on vous apporte. Voilà. Alors, le plan, donc, ça nous semble important de vous dire comment on va fonctionner maintenant sur les différentes thématiques qu'on va traiter. On va en profiter quand même pour vous rappeler, puisque c'est l'occasion quand même de faire un point sur absolument tout, la situation, mais également sur les outils qui sont à votre disposition et les bonnes pratiques par rapport à ces outils. On parlera après de la manière dont vous pouvez poser vos questions et des différents relais qui existent. On vous fera quelques remarques par rapport aux réponses qu'on peut vous apporter, parce que on peut imaginer que parfois vous attendiez des réponses peut-être un petit peu plus précises ou un petit peu plus tranchées, mais comme je le disais, on est sur des situations inédites et je peux vous garantir que même quand on échange entre confrères et même entre cabinets spécialisés, eh ben, on s'arrache les cheveux sur un certain nombre de problématiques sur lesquelles on n'a pas forcément aujourd'hui, ni le gouvernement d'ailleurs, des réponses certaines. Oui, Alors, parce que effectivement, on est contraint aujourd'hui d'appliquer différents dispositifs qui sont pas toujours aisés à coordonner et pour lesquels effectivement on n'a pas vraiment de réponse sur la coordination des différents dispositifs que les employeurs doivent aujourd'hui appliquer en raison de cette situation. Donc voilà. Le quatrième point, on fera un rappel là aussi des bonnes pratiques sur le fait oui, on est en situation de gestion d'urgence du personnel, mais gérer en urgence ne veut pas dire se précipiter et on vous donnera quelques conseils par rapport à ça en relation, bien évidemment, hein, à la gestion du personnel. Et puis, le point 5 sera le plus important. Les quatre premiers points, on va s'y attarder un petit peu, mais pas trop. Le point 5, on rentrera vraiment pour le coup dans le très concret, c'est-à-dire la gestion de crise du personnel en pratique, c'est-à-dire eh bien, quels sont les outils à votre disposition aujourd'hui. Bien évidemment, il y aura une grande partie qui sera consacrée au chômage partiel, mais pas que. Et puis, au préalable, on vous rappellera quand même eh bien, les événements qui sont à la base de la situation aujourd'hui. Pourquoi? On ne veut pas vous faire un cours d'histoire très proche, hein, mais c'est que tout simplement, ces événements qui sont liés surtout à des interdictions, à des arrêtés, eh bien, constituent des éléments indispensables à mettre en évidence lorsque vous faites des demandes au titre du chômage partiel. Voilà. Voilà pour le plan. On va passer donc avec une petite manipulation. On va vous apporter donc le. Dis-moi Florent. Alors, je voudrais qu'on passe à la diapositive suivante. Là, je suis passé à la première diapositive. Voilà, Rappel des outils IPSL. rappel des outils. Voilà. Rappel des outils à votre disposition. Alors, vous avez donc des informations juridiques régulières qui sont postées donc, sur l'intranet et également en matière de paye. Donc là, c'est plus effectivement la partie de Marie-Laude. Alors, vous savez que ces informations, elles sont de deux natures. Soit vous avez des informations
qui sont plus spécifiquement liées au réseau en interne. C'est notamment lorsqu'il s'agit d'analyse technique, de modèles ou autres. Et puis, vous avez des informations, on va dire, plus générales que vous pouvez, qui sont grand public et que vous pouvez réutiliser vis-à-vis de vos adhérents. Donc voilà, n'hésitez pas donc à. Alors vous recevez vous recevez une notification par mail, mais n'hésitez pas bien évidemment à aller donc sur l'intranet. Alors tout nouveau, deuxième point, euh, on a créé, Mélanie Bournigal a créé donc ce matin. Alors il n'est pas encore approvisionné, mais il le sera très très rapidement, une base de données spécifique sur l'intranet. On a créé un onglet donc Covid-19 dans lequel on vous mettra tous les textes, et ils sont extrêmement nombreux, que ce soit des lois, des ordonnances, des décrets, des arrêtés, des circulaires. On vous mettra donc tous les textes officiels ainsi que les modèles et autres documents qui ont déjà été faits. Alors vous avez vu notamment que euh, il y a des modèles de courrier qui vous ont été communiqués. Un modèle, bon, c'est pas l'acte le plus compliqué, mais un modèle de décision unilatérale de l'employeur pour le maintien de salaire. Donc, il nous a semblé utile qu'il y ait un espace de stockage unique parce que je dirais, c'est quand même la porte d'entrée en ce moment, cette thématique. Donc, considérez qu'à partir de lundi matin, on va faire le nécessaire, mais à partir de lundi matin, donc tous les documents réseau seront accessibles sur cet onglet. Voilà. Et puis vous avez ensuite donc la base de questions-réponses sur le forum. Vous pouvez effectivement poser vos questions-réponses. Alors, soit en nous envoyant un mail directement, soit à Adrien, soit à moi, soit effectivement en posant directement votre question sur le forum et on essaye d'y répondre dans des délais raisonnables. Alors pareil, si une question sur le forum a déjà fait l'objet d'une réponse, bon, il est possible effectivement que dans ce cas-là, on ne fasse pas une deuxième réponse. Donc ça fera partie notamment je dirais des choses qu'il faudra que vous vérifiez au préalable lorsque vous posez une question. C'est-à-dire, est-ce que déjà la réponse, elle ne figure pas déjà sur les différents supports. On peut changer de diapo, Adrien, s'il te plaît. Hop. Alors, euh, quelques remarques quand vous avez une question. On est obligé de traiter un petit peu ces aspects pratico-pratiques parce que, comme on vous le disait, on est énormément sollicité, que ce soit par téléphone ou par mail. Donc, on va dire quelques petits rappels pour que qu'on soit le plus efficace possible et éviter des pertes de temps pour tout le monde. Alors, au préalable, si vous avez une question, euh, je pense qu'il faut quand même avoir le réflexe qui sera facilité maintenant par la base de données qui sera en vigueur, qui sera accessible lundi. Regardez quand même si votre question, eh bien, la réponse, elle est peut-être pas si compliquée que ça. Recherchez d'abord dans les textes officiels, recherchez, jetez un coup d'œil sur les infos juridiques, jetez un coup d'œil sur le forum pour voir si la question n'a pas déjà été traitée. Et puis vous verrez que quand même, c'est un réflexe qu'il faut avoir, surtout à une période où on a énormément d'informations et de fake news. Parfois, il faut se raccrocher au texte officiel. Il n'y a rien de plus fiable que le texte officiel. Comme on vous le disait, on pose la question par mail via le forum. Via le forum. Alors, essayez de poser vos questions, et ça fait partie des accords qu'on a avec la fédération. Essayez de poser vos questions de manière relativement brève, et surtout, essayez de poser des questions. Ça fait partie du deal, des questions qui sont susceptibles d'intéresser tout le monde. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, on traite surtout des questions liées à la gestion de crise, donc c'est susceptible d'intéresser tout le monde, mais voilà, on essaie de ne pas traiter des cas qui sont vraiment des cas trop personnels. Posez-vous toujours cette question. Euh, Nous vous précisons qu'il n'y a pas d'étude ou de relecture de documents.
hein, vous posez vos questions, mais par contre, il n'est pas prévu, en tout cas dans l'assistance, en tout cas avec la fédération, de relecture de documents. Et puis, comme vous le disiez, si votre question revêt un intérêt général, mais qu'elle s'avère trop complexe, eh bien, on devra donc remonter au niveau de la fédération pour demander une validation préalable pour faire donc une étude. Bon, pour le moment, ça ne s'est pas trop passé, mais il est possible qu'on ait ce type de questions. On peut passer. Voilà. Troisième point, alors, euh, pour éviter là encore peut-être les étonnements ou voire même les frustrations de votre part, dites-vous qu'on est vraiment sur une situation inédite, bien évidemment, au niveau de la société, mais également sur l'approche juridique qu'on peut en faire. Euh, on vous a résumé ça dans l'expression à situation inédite, réponse parfois inédite. Comme le disait Adrien tout à l'heure, il y a des dispositifs qui ont été créés de toutes pièces, notamment, vous savez, les arrêts de travail pour garde d'enfants. Ça a été créé mais pour répondre à la situation d'urgence. Et puis, il y a un certain nombre de situations qui n'ont jamais été envisagées par le passé. Adrien faisait référence au conflit d'arrêt de travail et de chômage partiel. Et puis, il faut vous dire également que le chômage partiel, habituellement, alors déjà, c'était une situation qu'on traitait très très rarement hein, au niveau des entreprises. Et puis surtout, c'était des situations, la plupart du temps, qu'on anticipait et qu'on ne gérait pas dans l'urgence. Donc voilà, donc on essaie de faire au mieux, mais c'est vrai que vous pouvez peut-être constater que des fois, on a des réponses un petit peu où on ne vous assure pas 100% de fiabilité, mais en tout cas, quand on ne peut pas assurer 100% de fiabilité, eh bien, on essaie toujours de mesurer le risque qu'il y a derrière. Et c'est surtout ça qui est important. Et je pense que vous devez aussi le prendre en compte. Vous aurez sans doute pas une réponse à tout, mais par contre, il faut agir, et quand il faut agir, eh bien, on agit en fonction donc du risque qu'on prend ou pas. Et puis, je pense aussi que dans votre réflexion, dans notre réflexion, il ne faut pas oublier que en période de crise, il y a aussi des positionnements qui doivent être guidés par une certaine équité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est impacté, que ce soit les entreprises, dont les associations, comme les salariés. Et donc, bah, je dirais, quand on a une position à prendre et qu'on voit que finalement, on n'a pas forcément une réponse, je pense aussi que l'équité, l'égalité de traitement aussi entre salariés, eh bien, doit être un élément qui vous permet de prendre une position, même si, bah, juridiquement, elle ne sera pas forcément sécurisée à 100%. Gérer en urgence, pardon, ne veut pas dire se précipiter. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un peu facile à dire, mais je pense il faut essayer quand même de faire l'effort et en premier lieu de gérer les informations que vous recevez de manière fiable. J'attire votre attention là-dessus. Vous allez me dire, c'est peut-être des choses un petit peu basiques, mais il vaut mieux le redire parce que il faut, je pense, faire l'effort de sélectionner ces sources. Il faut faire l'effort de ne pas multiplier ou démultiplier ces sources parce que, bon, si on peut se dire, bah, plus j'aurai de sources, plus j'aurai d'avis différents. Oui, mais le problème, c'est qu'avoir des avis différents aussi, ça peut vous bloquer dans votre propre décision. Attention aux mauvaises informations, aux fake news et aux rumeurs. Euh, et j'avais disparu de l'écran, voilà. Euh, Attention donc aux fake news et aux rumeurs, notamment par voie de presse ou par des réseaux sociaux ou par des forums non professionnels. Je ne parle pas bien évidemment du forum PSL, mais voilà, faites très attention à ça. Je vais vous donner quelques exemples.
Très rapidement, vous voyez, on a eu, et notamment par un de mes confrères parisiens, un article dans Le Monde qui disait: ah bah voilà, les CDD des sportifs professionnels ne sont pas éligibles au chômage partiel. Ça s'est passé dans Le Monde. Donc, vous voyez un petit peu l'impact. C'est une grosse bêtise. Les CDD, que ce soit, et les CDD notamment des sportifs, sont éligibles au chômage partiel. On a eu aussi, je sais que certains d'entre vous ont été très contrariés euh, par des informations qu'ils avaient reçues de leur direct sur le fait qu'un GE n'était pas éligible au chômage partiel. Euh, Pareil, ce sont de fausses informations. Alors, peut-être de la mésinformation ou une mauvaise maîtrise du dispositif, mais légalement, et c'est pour ça que je dis des fois il faut revenir au texte, légalement, il n'y a rien qui interdit les GE d'en bénéficier. On nous a rapporté aussi qu'il s'était dit que les contrats aidés n'étaient pas éligibles au chômage partiel. Bah, c'est faux, il n'y a rien qui interdit les contrats aidés d'être éligibles au chômage partiel. Par contre, effectivement, on ne peut pas à la fois percevoir l'aide de l'État au titre des contrats aidés et l'aide de l'État au titre du chômage partiel, hein. Et puis on nous a rapporté aussi sur un site grand public qu'il était impossible pour un salarié qui était en rupture conventionnelle de bénéficier du chômage partiel. Pareil, mauvaise information, mais vous voyez, ben, à force de mauvaises informations, ben, vous passez votre temps, les uns et les autres, eh bien, à essayer de remettre la vérité en place. Voilà. Euh, Autre point, n'anticipez pas trop. N'anticipez pas trop on a bien suffisamment à faire avec les textes qui sortent tous les jours. Alors, euh, pour votre information, depuis 7 jours, il y a 10 textes officiels qui sont parus au journal officiel, entre le décret sur le chômage partiel, des ordonnances diverses et variées, encore 4 ordonnances hier et un arrêté ce matin. Donc vous voyez, je pense qu'il faut, aujourd'hui la production de normes va extrêmement vite, donc c'est pas la peine d'aller plus vite que cette production de normes, au risque de s'en mêler un petit peu les pinceaux. Voilà. Euh, Ne pas prendre de décision hâtive sur des sujets importants et attendre autant que faire se peut un positionnement du réseau. Alors c'est vrai que parfois, ben, euh, peut-être que certains autres réseaux dégainent plus vite que nous. C'est pas impossible, effectivement. Mais il n'y a pas d'urgence absolue sur certains sujets. Vous voyez, je pense que typiquement sur le maintien de salaire, on en reparlera tout à l'heure, ben, je pense on a pris le temps de la réflexion, on a pris le temps de voir quelles étaient les conséquences, notamment en matière de cotisation sociale. Et au final, ben, je pense qu'on a pu, la fédération a pu donc vous donner un mode opératoire euh, satisfaisant j'allais dire relativement, quasiment sécurisé à 100%. Ne pas céder à la panique et rassurer vos adhérents. Alors, ça, c'est peut-être un petit conseil. J'essaie peut-être de, de vous dire ce que nous, on essaie de faire aussi. C'est-à-dire qu'on est sur une période particulièrement anxiogène, où on se pose tous beaucoup de questions. Bah, je pense que nous, on est là aussi pour vous rassurer. Bon, pas pour faire de l'évangélisme, hein, mais pour vous rassurer, justement pour vous aider dans les prises de décision à priorité. Je pense qu'également, ben, voilà, on doit essayer vis-à-vis de vos adhérents qui sont encore peut-être plus démunis que vous face à cette situation, ben, essayer avant tout de les rassurer et de leur dire ce qui est important et ce qui l'est moins. Et c'est en lien effectivement avec le fait de gérer les priorités. Alors moi j'ai tendance à vous dire que de toute façon les priorités en ce moment elles sont un peu à sens unique, puisque du matin jusqu'au soir, ce sont avant tout des questions liées au chômage partiel. Mais voilà, le principal, en ce qui vous concerne, voilà, c'est de bien gérer les priorités. Alors, c'est vrai que la paye,
bien évidemment, c'est une priorité essentielle, avec des délais en plus à respecter. Et c'est là-dessus, en tout cas, qu'on va essayer de faire le plus d'efforts possible. Voilà pour ces points, on va dire, préalables. Maintenant, on va donc rentrer dans les aspects, pour le coup, beaucoup plus juridiques. Donc, on peut, voilà, donc on va passer maintenant donc sur la gestion de crise en fait du personnel en pratique, sur les éléments donc, que vous pouvez mettre en place donc, dans la gestion du personnel et du personnel aussi de vos adhérents. Alors, il me semble important effectivement de vous faire un très rapide rappel sur les événements en fait, qui ont impacté en eux-mêmes votre activité et l'activité de vos adhérents. Parce que, bon, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu des annonces politiques, mais au-delà des annonces politiques et notamment du discours présidentiel du lundi 15 ou 16, je sais plus exactement, euh, ce sur quoi il faut s'attarder surtout, ce sont les textes. Parce qu'un effet d'annonce présidentielle ou ministérielle, ça n'est qu'un effet d'annonce. Et souvent, on s'aperçoit que dans les textes, eh bien, ça n'est pas retranscrit de la même manière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu, on va dire, je vais pas dire un vent de panique après l'annonce présidentielle, mais tout au moins, tout le monde avait le sentiment que voilà, toutes les entreprises devaient fermer, que tout le monde devait être en chômage partiel, alors qu'en réalité, eh bien, la situation n'était pas aussi claire que ça. Qu'est-ce qui a réellement impacté l'activité donc des- du secteur du sport et des loisirs? Eh bien, on a un arrêté du 14 mars 2020 qui a donc porté certaines interdictions d'ouverture, et en particulier des interdictions d'ouverture des établissements recevant du public de type X. Les établissements recevant du public de type X, ce sont les établissements sportifs couverts. Donc, à compter effectivement de la parution au journal officiel donc, de cet arrêté, eh bien, l'ensemble des structures sportives couvertes eh bien, ont dû effectivement fermer leurs portes. Donc, c'était déjà un premier élément qui a directement impacté sur vos activités. Ce même arrêté eh bien, a interdit donc, les réunions de plus de 100 personnes. Alors, vous allez me dire, nous, on ne réunit pas plus de 100 personnes. Par contre, dans le secteur du sport, il y a un très grand nombre de manifestations sportives, notamment les manifestations fédérales, eh bien, qui réunissaient plus de 100 personnes. Cet arrêté a eu pour conséquence l'annulation d'un très grand nombre de manifestations sportives d'une certaine ampleur. Et puis par la suite, il y a eu des effets d'annonce des fédérations sportives qui sont venues, je tendance à vous dire, euh, en, prendre des mesures propres, et notamment d'interdiction, donc tout simplement, eh bien de donner des cours collectifs. Et un certain nombre de fédérations, peut-être même toutes, j'ai pas de retour, ont donné consigne à leur club, eh bien, purement et simplement, de fermer leurs portes et de cesser toute activité, de même que dans les accueils collectifs de mineurs, les centres de loisirs, etc., qui étaient visés par cet arrêté du 14 mars 2020. Donc, vous voyez, c'est important parce que ces éléments, ils vous servent par la suite lorsque vous êtes en demande pour faire une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel. On ne peut pas se contenter de dire, face au coronavirus, je suis obligé de fermer mon établissement. Ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. Euh, partant de là, excusez-moi, oui, il y a un dernier élément peut-être important qui justifiait aussi donc l'impact sur vos activités.
c'est le fait que il était purement et simplement interdit de se déplacer pour faire des activités sportives autres qu'individuelles et dans un secteur qui n'est pas plus éloigné de 1 kilomètre de son domicile. Ça résulte, vous savez, de la fameuse attestation que vous devez tous avoir lorsque vous sortez de votre domicile. Et donc, par voie de conséquence, cette interdiction rend quasiment impossible toute activité sportive, à tout le moins collective, et encore plus individuelle dès lors qu'elle est encadrée. Voilà, donc ça vous voyez, c'est très important de situer donc les causes juridiques, l'impact juridique de ces mesures sur vos activités. Donc face à ces fermetures, à ces diverses et variées, euh, vous avez, vous aviez donc une première possibilité, c'est de voir s'il était possible de continuer l'activité en télétravail. Parce que fermeture d'établissement ne veut pas dire arrêt d'activité. Dans l'absolu, on pourrait parfaitement envisager, si l'activité s'y prête, eh bien, que cette activité soit poursuivie dans le cadre du télétravail. Alors bien évidemment, euh, vous êtes tous dans l'activité du sport et des loisirs. Le face-à-face pédagogique, alors même si on pourrait imaginer effectivement, comme on le fait aujourd'hui, des sessions de formation à distance, l'évidence c'est quand même que il est quand même difficile de prendre un cours de tennis à distance, enfin voilà, ça pourrait s'envisager dans une certaine mesure, mais bon, c'est pas réaliste. Voilà, c'est pas réaliste sur un grand nombre d'activités physiques. Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, la fermeture des établissements sportifs a eu comme conséquence, eh bien, une quasi totale cessation d'activité de ces associations sportives. Alors partant de là, comment donc on a dû gérer cette cessation d'activité partielle ou totale vis-à-vis du personnel? Alors, le premier élément, le premier outil qui a été créé finalement par l'État, c'est la possibilité, eh bien, déjà pour un, euh, pour un salarié qui ne peut pas travailler sous forme de télétravail, eh bien, de solliciter donc un arrêt de travail pour la garde de ses enfants. Alors vous allez me dire, ça c'est pas quelque chose que l'employeur maîtrise, puisque c'est une demande qui se fait à l'initiative du salarié, mais bon, c'est quand même un outil de gestion de crise. Et donc, eh bien, aujourd'hui, euh, il y a un certain nombre, en tout cas, on a été questionné avec Adrien sur un certain nombre de cas de figure où eh bien, les salariés sollicitent donc ce type d'arrêt de travail pour garde d'enfants, ce qui pose derrière eh bien, un certain nombre de questions. On n'a pas forcément toutes les réponses à ces questions, mais Adrien, si on a éventuellement un ou deux points là-dessus de précision qu'on peut apporter sur des questions qu'on a pu avoir, Mhm. n'hésite pas à intervenir. Ce qu'on peut peut-être vous dire aujourd'hui, c'est que euh, par rapport à ces arrêts de travail, euh, d'un type particulier, parce qu'il ne s'agit pas en fait d'un arrêt de travail pour cause de maladie. La garde d'enfants n'est pas une cause de maladie. Euh, L'obligation aujourd'hui, eh bien, c'est de maintenir le salaire à hauteur de 90%. Là, je dirais, c'est le principe légal qui s'applique. Et il y a aujourd'hui une incertitude, alors même si pour le moment la fédération a pris position clairement, alors suivant plus pour le coup le positionnement euh, qui a été pris par le CNEA, puisque je crois savoir que le Cosmos prend une position peut-être un petit peu différente. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de considérer que le maintien de salaire qui doit être assuré par l'employeur au titre de cet arrêt de travail pour garde d'enfants doit être égal à 90% du salaire et que les dispositions conventionnelles de la CCN du sport n'ont pas vocation à s'appliquer dans la mesure où elles visent
non pas un arrêt de travail, mais elle vise la situation de maladie. Voilà, donc ça c'est la position qui est prise pour aujourd'hui. Il n'y a pas, enfin, voilà, il n'y a pas aujourd'hui d'autres positions qui nous amènent à évoluer. Mais bon, si on devait appliquer une position plus favorable, eh bien évidemment, on vous le dirait dans les jours qui viennent. Je sais qu'aujourd'hui, là, le Cosmos notamment a questionné, c'est Marie-Laude qui m'a fait remonter cette information, a questionné les organismes de prévoyance pour savoir aussi comment se positionnaient les organismes de prévoyance par rapport à ce type d'art. Adrien, tu as d'autres précisions à amener peut-être sur ce type Alors, effectivement, j'en profite puisque là, on nous pose la question par rapport à la CCN de l'animation. Sur effectivement le complément qui est prévu par la CCN de l'animation. Alors il faut regarder en fait la manière dont est rédigé les dispositions de la convention collective de l'animation et si effectivement il est prévu un complément dans le cadre d'un arrêt pour cause de maladie ou d'accident du travail. Effectivement, on aurait tendance à penser que ces dispositions conventionnelles ne s'appliquent pas puisque votre salarié qui est en arrêt pour garde d'enfants n'est pas à proprement parler malade ou en accident du travail. Donc du coup, dans cette hypothèse, on n'appliquerait pas les dispositions de la convention collective de l'animation par rapport au complément, mais uniquement les dispositions légales qui prévoient un complément à hauteur de 90%. Alors, par rapport à ça, on peut se dire, c'est pas juste, c'est inéquitable. Oui, enfin, moi je suis d'accord avec la remarque sur le plan, on va dire, de la remarque en termes de gestion du personnel. Euh, Après, nous, on vous donne une analyse qui est juridique, c'est-à-dire que si après vous décidez d'appliquer la solution la plus favorable en retenant le maintien de salaire prévu par la convention collective du sport ou par la convention collective de l'animation, je dirais, personne ne pourra vous le reprocher. Voilà. Nous, on vous donne simplement la position juridique, ce qui vous permet d'ailleurs, si vous prenez une position plus favorable, eh bien, de communiquer positivement vis-à-vis de vos salariés en disant, voilà la loi, comment elle est, voilà moi, comment, eh bien, je fais un effort supplémentaire vis-à-vis de vous. Voilà, donc ça me semble important. Alors, il y a peut-être une autre question Adrien, dont on peut reparler, puisqu'on Mhm. nous l'a beaucoup posé, c'est ben, qu'est-ce qu'il arrive si, entre-temps, eh bien, l'association est en chômage partiel, à quel niveau doit se faire le maintien de salaire, sur quelle base doit se faire le maintien de salaire du salarié qui est en, en arrêt de travail. Alors pour le coup, ça peut être aussi en arrêt de travail pour maladie, hein. Là, ça peut être tous Exactement. les cas de figure. Eh bien, il y a pas mal d'informations qui ont circulé là-dessus. Nous, la position qu'on a retenue, alors qui effectivement est basée sur une jurisprudence qui est pas très récente, puisque de mémoire, c'est une jurisprudence de 1987, Oui. et qui nous dit la chose suivante, qui nous dit qu'un salarié qui est en arrêt de travail, en fait, ne doit pas percevoir plus que le salaire qu'il aurait perçu s'il avait été en activité. Or, s'il avait été en activité, il aurait été en chômage partiel, et s'il avait été en chômage partiel, il aurait perçu 70% de sa rémunération brute. Donc, ce qui veut dire quelque part eh bien, que le calcul du maintien de salaire ne doit pas se faire sur la totalité de sa rémunération, mais sur 70%. Voilà. Alors là encore, vous voyez, situation complètement inédite. Alors, pas complètement, puisqu'elle a été je dirais quand même gérée en 1987 par un arrêt de la Cour de cassation. Enfin, vous voyez, il n'y a pas beaucoup, en tout cas, de positionnement là-dessus. Euh, Nous, notre sentiment, c'est que c'est pas si choquant que ça, ce positionnement, puisque on répond, et rappelez-vous à ce qu'on vous disait tout à l'heure, on répond quand même à une certaine équité. C'est-à-dire que pourquoi finalement un salarié en arrêt de travail devrait bénéficier plus que ses collègues qui, eux, eh bien, sont en chômage partiel. Euh, ah, je ne sais Florent? pas si... Oui, les caméras sont bloquées, semble-t-il.
mais c'est pas grave, on va continuer à parler. Donc pourquoi un salarié qui est en arrêt de travail devrait percevoir plus que ses collègues qui sont en chômage partiel? Donc vous voyez, ça répond quand même à euh, un souci je me demande si on m'entend toujours en fait. C'est pour ça que j'ai tendance à. Alors Florent, moi je t'entends. D'accord, ok. On peut. Voilà. Donc ça, ce premier point sur les aides de travail, bien évidemment, il y aura plein d'autres questions, j'imagine, qui seront posées par rapport à ça. Alors, deuxième outil qui peut être à votre disposition, bah, toujours pour faire face à cette baisse d'activité, la prise de congé et de jours de repos. Alors, il faut savoir que les règles ont récemment évolué dans le cadre d'une des ordonnances qui ont été prises il y a quelques jours. Je crois que c'est une ordonnance du 25 mars qui est venue poser un certain nombre de règles nouvelles. Alors, ce qu'il faut peut-être retenir globalement, c'est que si vous avez un salarié qui avait déjà posé des congés payés sur la fin de la période de prise, c'est-à-dire généralement jusqu'au 31 mai, eh bien, ces congés, ils sont posés. Vous n'avez aucune obligation, vous, employeur, de revenir dessus. Voilà, hein, d'autant plus que généralement, ben, alors c'est vrai que là encore, on peut se poser la question, bah, c'est la faute à pas de chance, tout le monde est impacté, c'est comme ça. Faut-il pour autant revenir sur les congés payés qui ont été posés? Sur un plan strictement juridique, la réponse est non. Les congés sont payés, ils- ils peuvent être maintenus. L'employeur, le cas échéant, peut permettre aux salariés eh bien, de les décaler, mais en aucun cas, ce n'est une obligation. Bien évidemment, vous pouvez aussi euh, demander à vos salariés de poser spontanément des congés. Euh, Surtout si on est sur un maintien du salaire à 70% dans le cadre du chômage partiel. Poser des congés, eh bien, ça permet aux salariés de percevoir une rémunération à 100%. Vous pouvez également demander à des salariés de poser des jours de repos, s'ils en ont. Vous pouvez même, depuis l'ordonnance du 25 mars, si votre système d'organisation du temps de travail génère des jours de repos, ou si vous êtes dans le cadre d'une organisation en forfait, en heures ou en jours, vous pouvez même imposer aux salariés, moyennant respect d'un délai de prévenance d'un jour, eh bien vous pouvez même imposer aux salariés de prendre ces jours de repos. Donc ça, c'est un dispositif quand même qui est intéressant. En revanche, la question revient souvent, est-ce que je peux eh bien, imposer des prises de congés? euh, Je crois qu'il faut distinguer deux situations. Je peux tout d'abord rappeler, tout d'abord rappeler aux salariés qui ont encore des congés à prendre avant le 31 mai, eh bien, qu'il est indispensable qu'ils prennent ces congés, à défaut de quoi, bah, si ces congés ne sont pas posés, eh bien, ils seront perdus. Deuxième possibilité qui nous est offerte par l'ordonnance du 25 mars, c'est la possibilité d'imposer une période de congé, mais en revanche, et c'est pour ça que je ne sais pas si ça va forcément vous servir beaucoup, il faut un accord d'entreprise. Alors, vous allez me dire, maintenant, on peut signer un accord d'entreprise avec le CSE, ce qui est le plus simple, mais voilà, il vous faudra quand même un accord d'entreprise. Alors, si vous voulez le faire et si vous en avez le besoin, euh, on pourra éventuellement eh bien, travailler sur un mini accord d'entreprise qui fera une demi-page. Hein. Ça sera pas bien long, mais bon, il faut vraiment que vous en ayez le besoin. Il y a aussi la possibilité de mobiliser, s'il y en a, mais je ne crois pas qu'il y en a beaucoup dans le réseau, un compte épargne-temps. L'employeur peut imposer donc la prise de journées de repos au titre du compte épargne-temps. L'avantage, effectivement, c'est que ces journées de repos eh bien, sont rémunérées
à 100%. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces mesures, euh, en dehors de la mesure liée à à la prise de congé qui nécessite un accord d'entreprise, toutes ces mesures sont limitées à 10 jours. Hein. On ne peut pas imposer plus de 10 jours, l'employeur ne peut pas imposer plus de 10 jours lorsqu'on fait la somme donc des jours de repos et de l'utilisation du compte épargne-temps. Voilà. Donc voilà, ça, ce sont les dispositifs, on va dire, qu'on peut mobiliser en tout ou partie, donc pour, on va dire, faire le lien avec cette baisse d'activité. Mais bon, ça, ce sont des situations, des outils qui sont temporaires, et c'est vrai que si vous avez une baisse d'activité qui se poursuit, et objectivement, bah, c'est le cas pour bon nombre de vos adhérents et par voie de conséquence pour vous, eh bien, le plus simple, c'est effectivement d'envisager la mise en œuvre du chômage partiel, hein, ce qu'on appelle, enfin, je garde la terminologie chômage partiel qui est beaucoup plus parlante. Alors, peut-être que, juste pour vous rappeler quand même que le chômage partiel, parce qu'on on a trop souvent tendance en ce moment à s'éloigner des textes, hein, comme je vous le disais, de fonctionner avec ce qu'on trouve sur Internet, sur les réseaux sociaux ou pas. Alors, je vais me permettre de vous citer simplement un article durant cette heure et demie, enfin j'espère que ce sera le seul, mais c'est important. Euh, c'est l'article R 5122-1 du Code du travail qui dit que l'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle, donc ce qu'on appelle communément le chômage partiel, lorsque l'entreprise, donc dont l'association, dont le groupement d'employeurs, est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants. Donc conjoncture économique, bon oui, pourquoi pas. Difficulté d'approvisionnement, on va passer. Sinistre intempérie, c'est pas ça. Transformation, modernisation d'entreprise, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est le cinquièmement de cet article, c'est toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Ouais. Et là, effectivement, on est typiquement, je crois qu'il n'y a pas plus exceptionnel que ce qu'on vit aujourd'hui, on est sur une circonstance qui est tout à fait exceptionnelle et qui permet effectivement d'envisager la mise en œuvre du chômage partiel. Pour autant, vous verrez tout à l'heure que cette notion de caractère exceptionnel, qui doit d'ailleurs être cochée hein, quand vous allez ensuite sur le site de déclaration, eh bien cette circonstance de caractère exceptionnel, il faudra l'expliciter. Voilà, il faudra pas se contenter de faire référence au coronavirus. Il faudra l'expliciter parce que euh, si ça peut être très évident pour un club sportif qui ferme ses portes en fonction, en raison d'un arrêté national, voire même municipal, ça n'est pas forcément évident pour toute structure qui intervient dans le secteur du sport, dont notamment les groupements d'employeurs, où il faudra quand même eh bien, argumenter un minimum. Florent, Oui, on peut peut-être faire déjà un petit sondage, non? Par rapport justement à la mise en activité partielle. Peut-être demander aux différents PSL. et ben c'est parti. Alors, ben, effectivement, explique le principe du sondage parce que c'est un Ouais. outil qui est intéressant. On va pas vous en faire 50 000, mais je pense que c'est intéressant d'avoir un retour sur cette question. Voilà, donc du coup, c'est une question qu'on vous pose et à laquelle chacun de vous peut répondre par oui ou par non. Et du coup, une fois qu'on aura la réponse de la majorité des gens qui sont connectés, on vous diffusera le résultat. Ça nous permet de voir, là, par rapport à cette question, où vous en êtes par rapport à la mise en activité partielle, si la totalité du réseau PSL a fait une demande ou non. Voilà, c'est des outils Ce qui, statistiques pour le qui moment, sont intéressants effectivement à voir un peu à la télé. Dans bon, certaines- ça nous permet d'avoir une vision un petit peu globale, quoi. Ouais. Alors, à ce moment-là, je continue, Adrien, et tu donneras le résultat quand il sera tombé. Ouais. Euh, alors, donc ça, c'est sur les causes. Donc, globalement, retenez que on est sur la cause du caractère exceptionnel et que
là encore, contrairement aux idées reçues, le chômage partiel, ce qui le justifie aussi, c'est le fait de réduire ou de suspendre son activité. Voilà, c'est ça qui est important de retenir. Alors, sur cette base-là, il y a deux formes de chômage partiel que vous pouvez mobiliser. Euh, il y a ce qu'on appelle le chômage partiel, entre guillemets, total, c'est-à-dire que vous allez cesser l'activité euh, d'un établissement ou d'un ou plusieurs services. Alors, ça, c'est donc la mesure, on va dire, où vous n'avez plus d'activité du tout. Et vous avez la deuxième possibilité, c'est vous avez simplement une réduction d'activité, donc vous avez besoin de maintenir encore une certaine activité au sein de votre association. Eh bien, vous allez utiliser le chômage partiel, mais uniquement sur une partie de l'activité, c'est-à-dire que vos salariés, vous allez déterminer par établissement, par service, eh bien, le volume de travail qu'ils vont continuer à exécuter. Et la différence, eh bien, ce sera une mise au chômage partiel. Donc ça, je dirais, c'est à vous, en fait, pour le coup, de faire un sondage relativement précis sur le volume de travail que vous pouvez continuer à confier. Alors même si la particularité effectivement de la situation que nous vivons, c'est que on n'a pas vraiment de visibilité sur la durée. C'est-à-dire que peut-être qu'on aura de l'activité pour 15 jours, 3 semaines, mais on ne sait pas après, je dirais, qu'est-ce qu'il en sera. Mais soyez rassurés, vous pourrez toujours faire des modifications par rapport à votre demande de chômage partiel. Alors, il y a Ah, aussi... j'ai les résultats, hein, si tu veux, Florent. Eh ben, vas-y. Du coup, que je diffuse. Et donc, effectivement, on constate que la quasi-totalité, en tout cas des gens qui sont connectés, ont eu recours au chômage partiel, hein. Il n'y a que 4 structures, qui n'ont pas fait de demande. Bon, ça correspond complètement, je dirais, au retour qu'on a du terrain et, je, je- je- et quelque part c'est normal parce que on est quand même sur un des secteurs qui a été directement et très tôt impacté par les différentes fermetures d'établissements. Alors, un mot sur la notion quand même parce qu'on a eu beaucoup de questions par rapport à la notion Mm. de mesure collective, parce que c'est vrai que euh, le chômage partiel, c'est une mesure qui est collective. Alors, collective ne veut pas dire tout le monde non plus, hein. On a quand même une marge de fonctionnement par rapport à cela. L'aspect collectif peut être limité à un établissement, mais bon, vous, pour la plupart, vous avez pas forcément plusieurs établissements, mais vous pouvez effectivement limiter cette mesure à un ou plusieurs services, hein. Donc, typiquement, si on prend le cas du groupement d'employeurs, vous devez être en quasi cessation d'activité sur, on va dire, le service, entre guillemets, de mise à disposition de personnel et sur les activités support, donc les activités administratives, de paye, etc., eh bien, vous devez être sur des activités qui continuent en tout ou partie, ou bien pour lesquelles il y a une simple réduction d'activité. Donc voilà. Donc, faut pas. Voilà, sachez qu'il y a de la marge de manœuvre, en tout cas, sur la notion de mesure collective. Euh, bon, on a quand même peut-être une question qui n'est pas tranchée, c'est que est-ce que dans un groupement d'employeurs, on pourrait envisager que certains salariés mis à disposition continuent à travailler parce que leur utilisateur est en continuité d'activité et d'autres non? C'est vrai qu'on serait plus dans un aspect collectif, mais comme je l'ai dit, est-ce que finalement la spécificité du groupement d'employeurs, c'est pas de considérer qu'un utilisateur, c'est quasiment un service à lui tout seul.
En tout cas, c'est quelque chose, à mon avis, qui pourrait être soutenu auprès de la directe si vous étiez dans un cas de figure de ce type. Euh, alors, au même titre peut-être qu'on a eu des questions pour savoir si au sein d'un même service, je pouvais traiter les réductions d'horaires de manière différente. Alors, ça revient un petit peu la remarque que je vous faisais Mm. sur la mise à disposition. Euh, la réponse est oui, la réponse est oui, mais il faut aussi, alors c'est pas que des questions liées pour le coup à la directe, c'est des questions aussi en termes d'égalité de traitement vis-à-vis des salariés et de justification. Il faut être à même de pouvoir justifier pourquoi dans un même service et des personnes qui sont sur un même type de poste, eh bien, pourquoi un salarié, par exemple, va voir son activité maintenue à 80% et pourquoi les autres vont être à 50%. Alors, pour ce faire, en fait, il faut simplement, si cette situation se produit, eh bien, que vous mettiez en place des critères objectifs, tout simplement. Et souvent, on s'apercevra que les critères objectifs, eh bien, ils coulent de source, c'est-à-dire qu'un salarié, peut-être, il a une ou deux tâches eh bien, qui sont maintenues et pas les autres. Ou bien qu'un salarié a peut-être plus l'expérience de gérer tel ou tel dossier que les autres. Voilà, c'est juste une simple remarque si jamais ce cas de figure devait se produire. On va passer à l'indemnisation donc du chômage partiel. Mm. Donc là encore, ben, vous avez vu suite à l'intervention présidentielle du lundi 16, je crois qu'il y a eu une énorme incompréhension en tout cas Ouais. sur le dispositif puisque certains ont compris que de toute façon les salariés n'allaient rien perdre. D'autres avaient compris à l'époque que tout serait indemnisé vis-à-vis de l'employeur. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça s'est traduit en totalité, en tout cas. Hein. Alors, quelles sont aujourd'hui les règles d'indemnisation du chômage partiel? Alors, d'abord, il faut s'intéresser à l'obligation qu'a l'employeur vis-à-vis de ses salariés qui sont en chômage partiel. Et l'obligation légale aujourd'hui, alors, elle n'a pas été changée. Elle n'a pas été changée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, l'employeur doit assurer à son salarié 70% de sa rémunération brute par rapport aux heures qu'il a chômées. Le calcul de la rémunération, et on s'est dit avec Adrien que malheureusement on ne peut pas rentrer dans les détails techniques hein, sur cette première réunion, d'autant que je vois il est déjà 12h10, vous voyez. Mais on reviendra vers vous en tout cas parce qu'on sait que ce sont des préoccupations, notamment au niveau de la paye. Mais il faut simplement retenir que le calcul du salaire à maintenir se fait par rapport eh bien, à l'assiette des congés payés du salaire précédent. Voilà, c'est ça le principe à retenir. Mais on va pas rentrer trop dans le détail par rapport à ça. Donc, 70% du salaire brut à maintenir pour le salarié. Mais avec une particularité, alors j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est vraiment pour faire une mise à niveau et que vous repartiez aussi avec des certitudes. Cette indemnité donc de 70% eh bien, n'est pas soumise à cotisation sociale, elle est soumise uniquement à CSG, CRDS et encore à des taux spécifiques, Réduit. à des taux réduits, ce qui aboutit en pratique à ce que 70% de maintien du salaire brut correspondent à 84%. Alors c'est des pourcentages de pourcentage, Mm. mais ça aboutit en pratique à une rémunération nette qui est maintenue à hauteur de 84%. Hein. Donc voilà quelle est l'obligation légale de l'employeur. Y a-t-il une obligation conventionnelle? Parce que bon, il y a quelques conventions collectives, dont notamment je pense à la métallurgie, qui prévoit des dispositifs particuliers. Il n'y a pas dans les conventions collectives que vous pratiquez régulièrement, je pense surtout à la CCN du sport et à la CCN de l'animation, Mm. de dispositifs particuliers
liées au chômage partiel. Donc ça, c'est l'indemnité, l'obligation donc de l'employeur vis-à-vis de ses salariés. Alors, petite précision, quand on dit 70% du salaire brut, c'est 70% du salaire brut des heures chômées, hein, on est bien d'accord. Oui. Puisque si vous êtes sur une situation où votre salarié, vous maintenez une activité à hauteur de 50%, il est bien évident que les 50% correspondant au temps de travail, eh bien, le salaire sera maintenu tout à fait normalement, et c'est normal puisque le travail sera effectué. Et puis, par contre, c'est sur les 50% restants que vous devrez maintenir le salaire à hauteur de 70% de ces 50%. Voilà, je voulais faire cette petite précision. Alors, ensuite, quelle indemnisation va recevoir l'employeur? Donc, on parle maintenant de l'indemnité perçue par l'employeur de la part de l'État. Alors, là-dessus aussi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Euh, alors, l'annonce présidentielle était presque vraie, mais elle a été quand même largement, enfin, plafonnée à un certain niveau. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que les 70% que vous devez maintenir au titre de votre obligation légale, eh bien, ils sont entièrement pris en charge par l'État, mais dans la limite de 4,5 SMIC horaires. Ce qui veut dire que, sauf si vous avez le cas de sportifs professionnels, par exemple, ou de cadres dirigeants qui auraient une rémunération supérieure à 4,5 SMIC, eh bien, le coût résiduel pour l'employeur, eh bien, il n'y en aura pas. Hein, donc ça, c'est très important. Bien évidemment, on est dans le secteur du sport, donc vous avez sans doute les uns et les autres quelques clubs professionnels ou semi-professionnels à gérer. Eh bien, pour les salaires qui seraient supérieurs à 4,5 SMIC, eh bien, il n'y aura pas d'indemnisation de l'État. Ça sera à l'employeur d'assurer directement cette indemnisation. Voilà ce qu'il en est. On reviendra peut-être, oui, on reviendra à la fin sur la question du maintien de Mhm. salaire au-delà donc de cette obligation légale. Hein. Voilà. Adrien, il y aura un autre sondage, tu me dis quand il faut lancer d'autres sondages éventuellement. Hein. Oui, on peut effectivement consulter les personnes présentes sur les demandes qui ont été faites d'ores et déjà à l'administration et si elles ont eu des retours ou si leur dossier est toujours en suspens. D'accord, Parce ok. qu'on a eu pas Comme ça, mal de... on anticipe un petit peu, mais c'est pas plus mal de l'avoir maintenant, effectivement. Voilà, comme ça. Euh, Alors, nécessité d'une consultation du CSE. Alors, ça, on a été en panique pendant quelques jours par rapport à ça, parce que vous imaginez bien que le recours au chômage partiel, il ne se fait pas dans les conditions, normalement, d'urgence comme aujourd'hui. Et le Code du travail, eh bien, il impose la nécessité, parce que le chômage partiel, quand même, va avoir des conséquences non négligeables sur l'activité de l'entreprise, des salariés et sur leurs conditions de travail et de rémunération. Donc, eh bien, obligation donc de consulter d'informer, de consulter le CSE au préalable. Et là, effectivement, alors se poser la question, bah, comment on fait? Alors oui, certes, on pourrait faire une consultation du CSE par visioconférence ou par voie dématérialisée. Mais bon, c'est pas forcément non plus sécurisé. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, oui, mais bon, vu le contexte actuel, est-ce qu'on viendra nous embêter par rapport à ça? Moi, j'ai tendance à vous dire qu'il faut être prudent parce que aujourd'hui, on est encore dans l'émotion. Quand on reparlera des dossiers dans 6 mois, je l'espère que ça sera loin derrière nous, mais quand on reparlera des dossiers dans 6 mois, l'émotion aura peut-être un peu disparu et les dossiers seront peut-être traités d'une manière beaucoup plus froide. Hein. Donc voilà. Alors, pour justement pouvoir respecter votre obligation pour ceux d'entre vous qui ont un CSE, eh bien, il y a une mesure qui a été prise qui vous permet de ne pas être dans l'urgence puisque vous aurez
2 mois pour communiquer effectivement et pour faire la consultation du CSE, donc en quelque sorte rétroactivement. Hein, donc voilà, donc pas de difficulté, pas d'urgence là-dessus. Alors, un point très important, je crois savoir d'ailleurs qu'un courrier type vous avez été communiqué par rapport à ça, c'est l'information notifiée aux Mm. salariés. C'est très important parce que il faut avoir date certaine par rapport à la mise en chômage partiel. Euh, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas une obligation à proprement parler, mais moi, j'y vois quand même un risque à ne pas informer clairement les salariés de la mise en chômage partiel. C'est que l'administration pourrait, alors elle ne le fera pas aujourd'hui, hein, elle ne va pas vous embêter avec ça, mais pourrait parfaitement dans les mois qui viennent, bah, parce que vous savez qu'il y a quand même énormément d'argent qui va être donné par l'État au titre du chômage partiel, et on pourrait imaginer que plus tard, eh bien, la Directe vienne faire un certain nombre de contrôles sur la manière dont les dossiers ont été montés. Et notamment aller à la chasse des fraudeurs. Et l'un des éléments, à mon avis, qui pourrait être demandé par la Directe, eh bien, c'est la date à laquelle on a effectivement informé les salariés de cette mise en chômage partiel. Pourquoi? Bah, c'est pour éviter. Il y a eu quelques. Alors, je vous dis, j'aime pas bien faire référence à ce qu'il y a dans la presse, mais bon, il y a déjà des cas de fraude manifestement qui ont été remontés, à savoir que eh bien, certains salariés ont travaillé alors qu'ils étaient en chômage partiel. Donc, je pense qu'il est important vis-à-vis de la Directe de pouvoir prouver effectivement que on a informé nos salariés qu'à telle date, ils étaient en cessation totale d'activité ou en réduction d'activité. Donc, un point important à retenir. Alors ensuite, il y a l'aspect faire votre demande. Alors, vous avez vu qu'on vous a assez rapidement fait passer un mode opératoire pour que vous puissiez rentrer votre dossier sur le site internet dédié, alors qui a connu quand même un certain nombre de difficultés techniques. Vous savez que sur le process, alors là-dessus, vous avez malheureusement pas tous été logés à la même enseigne. Certains ont eu des habilitations très rapides. Vous savez qu'il y a trois mails hein, qu'on doit recevoir, hein, un avec l'identifiant, l'autre avec le code d'accès, et le troisième avec l'autorisation d'habilitation qui vous permet de faire votre demande préalable de chômage partiel. Et c'est vrai que là-dessus, franchement, il n'y a pas eu de logique. Certains d'entre vous ont fait des demandes très tôt et n'ont obtenu des réponses que très récemment, voire même il y a un ou deux cas, semble-t-il, épineux encore, ou toujours pas d'autorisation d'habilitation. Donc voilà, c'était juste un petit retour par rapport à ça. Alors, sachez que euh, le, le gouvernement a permis justement, face à cette situation d'urgence, de donner un délai supplémentaire pour faire ces demandes donc, de chômage partiel. Donc, vous avez maintenant un délai de 30 jours pour faire votre déclaration à compter de la mise en chômage partiel. À compter de la mise en chômage partiel. Donc, il faut bien que vous ayez en tête ce délai de 30 jours parce que pour le coup, il ne faut pas le laisser passer. Et si jamais vous avez des difficultés pour obtenir vos habilitations, bah, n'hésitez pas à contacter les directs et à leur expliquer votre problématique. Alors, je précise que le délai de 30 jours, il s'applique dès lors que vous faites une déclaration pour euh, recours chômage partiel pour motif exceptionnel. Mais bon, j'imagine pas que certains d'entre vous fassent un recours pour un autre motif. Alors, un point important, c'est la motivation de votre demande. Mm. Euh, Pourquoi? Parce que dans les tout premiers jours du confinement,
il y a eu effectivement, nous avons eu retour de manière certaine, hein, euh, de refus, en fait, de refus de la part de Direct, parce que effectivement, certaines directes, mais là encore, ça n'a pas été traité de la même manière, que ce soit en Bretagne, en Alsace ou autre. Certaines directes estimaient que faire référence au coronavirus sans plus d'explication, eh bien, ne constituait pas un motif suffisamment étayé permettant de justifier le recours au chômage partiel. Donc, ce qu'on a essayé de vous dire aux uns et aux autres, c'est que eh bien, votre demande de motivation, eh bien, elle doit être personnalisée et vous devez faire référence, et j'en reviens aux événements euh, que je vous présentais tout à l'heure, vous devez faire référence non pas à une simple décision en interne d'arrêter votre activité, parce que si on dit ça, même si vous faites valoir des mesures de santé, de sécurité vis-à-vis des salariés, si vous faites valoir ça, ça ne suffira pas. Il faut faire valoir que votre activité, de manière directe ou indirecte, est sous le coup d'un certain nombre d'interdictions. Je parlais de l'arrêté du 14 mars 2020 sur les ERP de type X. Vous avez également les interdictions donc, sur les accueils collectifs, les centres de loisirs, l'impossibilité de faire des manifestations, l'impossibilité de faire une activité sportive collective. Donc vous voyez, ça, ce sont des éléments, on va dire, que vous subissez et sur lesquels vous n'avez pas d'autre possibilité, puisque le télétravail n'est pas envisageable, eh bien, que de cesser en tout ou partie eh bien, l'activité. Donc, très Alors, important donc de... Oui, Florent, par rapport justement à cette motivation, il y a une question intéressante qui est posée. Est-ce qu'un organisme, par exemple l'URSSAF, ne pourrait pas nous dire qu'à la base, nous aurions dû maintenir les salaires sans avoir recours à l'activité partielle, du fait que les budgets annuels étaient établis en début de saison, avec les cotisations payées par les adhérents? c'est une question qui est très intéressante, effectivement, et c'est pour ça tout à l'heure que j'ai voulu vous lire un article du Code du travail, et un seul, c'est l'article R5122-1, euh, qui parle avant tout de réduction ou de suspension temporaire d'activité. Il ne parle Hmm. pas forcément de nécessité d'être en difficulté financière. Financière. Et voilà, et j'attire également, mais la question est très intéressante parce qu'elle lance le débat aussi. Euh, enfin, je suis désolé, le débat, on va l'avoir un peu tout seul, le débat. Enfin, vous pouvez avoir vos réactions, mais ouais, aujourd'hui, le débat, il sera quand même limité. Euh, non, ça pose la question que, effectivement, une association sportive elle a son budget qui, normalement, ben voilà, est fixé en début d'année. Et une association sportive, on m'a fait plusieurs fois la réflexion, n'a pas à proprement parler de production, on va dire de production comme une entreprise qui produit des produits de consommation ou autre. Alors, moi, je suis je suis pas forcément d'accord avec l'approche parce que une association produit, alors elle produit du service. Certes, on a des budgets qui sont bouclés en début d'année, mais je pense que c'est illusoire de se dire que même si mon budget il est bouclé, que je ne vais pas en payer les pots cassés dans les Hmm. mois qui viennent. Tout à C'est fait. vrai que, c'est vrai que aujourd'hui, on ne sait pas déjà comment les adhérents vont réagir. Espérons que la plupart réagissent bien et ne demandent pas systématiquement un remboursement total et Hmm. partiel des cotisations. On ne sait pas si les activités sportives pourront être organisées dans un laps de temps suffisant pour limiter la casse, parce que bon, si les activités sportives ou de loisirs peuvent reprendre au mois de juin, bon, peut-être que, on va dire, les adhérents pourront en avoir, entre guillemets, pour leur argent si on arrive sur une période courte à organiser un gros volume d'heures correspondant un peu à la cotisation qu'ils ont pu payer durant l'année. Mais vous voyez, je pense que pour répondre à la question, si une URSSAF vient vous chercher là-dessus, moi je pense qu'il faut répondre qu'une association, certes, n'est pas une entreprise comme une autre, mais une association, elle a un budget.
le manque à gagner, il ne sera pas perceptible aujourd'hui, mais il sera sans doute perceptible demain. Il est fort probable qu'aujourd'hui, bah, l'État a tendance effectivement à financer toutes ces mesures. Mon petit doigt me dit qu'il ira quand même taper dans d'autres caisses Mm. et dans des réductions de coûts et notamment dans les réductions de subventions ou d'aides dans un deuxième temps. Voilà, donc c'est vrai que vous n'avez pas peut-être d'effet budgétaire immédiat dans les associations, mais je pense qu'il faut considérer que cet effet, eh bien, il va arriver dans un second temps. Je pense que ça participe à un principe de prudence dans la gestion des associations. Mais merci d'avoir posé la question. En tout cas, je ne sais pas qui, mais merci. Euh, alors, donc, motivation importante. La durée, donc, bon, au début, on était assez prudent pour partir sur des durées courtes. Bon, il faut savoir que maintenant la durée, elle est passée de 6 mois à 12 mois, c'est-à-dire qu'on peut effectivement faire une demande qui pourrait aller jusqu'à 12 mois. Bon, euh, on pourra faire des renouvellements de toute façon. Donc aujourd'hui, euh, partez sur votre visibilité, tout simplement. Enfin, je dirais, euh, ce qu'on peut observer en pratique, c'est souvent des demandes qui vont jusqu'au 30 juin. Voilà. Alors pourquoi le 30 juin? Bah, vous voyez, tout ça, c'est lié à des réactions. Enfin, c'est empirique, en fait, tout ça. C'est que on a eu des retours de certaines directs qui disaient on n'accepte pas au-delà du 30 juin. Bon, enfin, ce qui était, là encore, complètement. Enfin, c'était peut-être une décision des directs, mais en tout cas, ce n'était pas des décisions qui étaient fondées. Euh, je pense qu'il faut voir effectivement une durée cohérente par rapport au confinement. On sait déjà à minima que c'est le 15 avril, mais pensez aux effets secondaires. Là, aux effets secondaires, c'est-à-dire que peut-être que l'activité va pas reprendre, peut-être sans doute que l'activité va pas reprendre de manière aussi intense qu'avant. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit peu de marge par rapport à la période de chômage partiel que vous allez demander. Et peut-être même que les activités ne vont pas pouvoir redémarrer, certaines activités sportives notamment, de par les décisions prises par les fédérations, pourraient être définitivement stoppées pour cette saison. Bien sûr. Bah, de toute façon, enfin, vous entendez tous pour le coup les annulations, alors peut-être plus d'organisations d'ampleur nationale et internationale. Bon, sachez que au niveau du tennis, je vous parle du tennis parce que je connais un petit peu mieux le fonctionnement de la fédération pour y être impliqué. Toutes les compétitions par équipe et individuelles ont été purement et simplement annulées. Voilà, et ce jusqu'au mois de juillet. Donc vous voyez, Mm. ça veut donc dire qu'il y aura de toute façon, on va peut-être pouvoir reprendre une activité d'enseignement, mais l'activité, en tout cas sportive, sera impactée encore pendant un certain temps. Il faut l'avoir à l'esprit. Alors sur le volume d'heures, lorsque vous remplissez votre demande, eh bien vous devez indiquer un volume d'heures global par personne physique, par salarié. Ce volume était, je vais vous expliquer pourquoi je dis était, il était de 1000 heures par salarié sur la période de chômage partiel. Alors, pour vous dire que l'actualité va très très vite, puisque ce matin j'ai ouvert le journal officiel, ce qu'on fait nous tous juristes tous les matins depuis quelque temps, et il y a eh bien, un arrêté qui vient de paraître ce matin et qui porte le volume de 1000 heures à 1607 heures. Alors 1607, ça vous rappelle quelque chose, c'est en fait c'est l'équivalent d'un temps complet. Donc voilà, vous voyez encore une mesure qui vient améliorer donc, les possibilités de recours au chômage partiel. Euh, Là aussi, beaucoup de demandes. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met comme volume d'heures?
Bah, on met ce qu'on peut prévoir. Enfin, Mm. on met ce qu'on peut prévoir, et j'ai tendance à vous dire que dans le doute, n'hésitez pas peut-être à gonfler un petit peu, mais attention, sans vouloir en faire trop, mais il vaut mieux peut-être en demander un petit peu plus qu'un petit peu moins. Ça vous évitera de faire une demande de modification, de régularisation. Sachez de toute façon que même si vous en demandez un petit peu plus, les déclarations se font ensuite au réel. Donc, ne seront réglées que les heures qui auront été réellement chômées. Voilà, mais c'est une petite mesure de précaution. Alors, un mot sur l'acceptation tacite, hein, puisque maintenant on est sur une acceptation tacite avec un délai de 48 heures qui a été largement réduit, bah, pour faire face à l'urgence. Donc, bah, écoutez, je ne vais pas développer plus là-dessus. On a peut-être un petit dernier sondage là-dessus, Adrien? Alors, je vais déjà donner les résultats du précédent Ouais. sondage, et effectivement, peu de structures ont jusqu'à présent eu un retour de l'administration. Voilà, seulement 36%, enfin en tout cas 36% n'en ont pas encore eu. D'accord. Et on avait quand même un dernier sondage qui nous paraissait intéressant, sur la position qu'a pu prendre l'administration suite à la demande qui a été faite et qui a été traitée. Et, ben là, on voit qu'effectivement, je pense que je peux diffuser le résultat. Bon, bah, on est à 100%. Aucun refus. Mhm. Aucun refus. Bon, bon, c'est intéressant, et ça justifie quand même bah, peut-être déjà que vous avez bien monté votre dossier, que vous l'avez bien motivé, et deux, bah, qu'on est effectivement dans un secteur qui est directement impacté. Donc, bah, écoutez, tant mieux en tout cas. Sur la demande d'indemnisation, je vous propose que ça, on rentre, parce que en fait c'est du technique. Donc là, je vois pas en direct la manière dont on pourrait vraiment vous apporter une plus-value par rapport à ça. C'est de la saisie, hein, qui se fait directement mensuellement. Donc, euh, je vous propose peut-être que ce point-là, on se base plutôt sur vos questions techniques pour y apporter ensuite des réponses, sauf si Adrien, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, mais Bah, je pense qu'effectivement, on va préparer un document avec des exemples de calcul pour les différentes modalités de décompte du temps de travail, et notamment la modulation qui peut être un peu plus compliquée à traiter au niveau de la demande de prise en charge par l'administration. ok. Et puis le dernier point, puis après on passera aux questions. Mhm. Adrien, il y aura des questions intéressantes sur lesquelles on pourra réagir Il y ou... a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Donc voilà, on n'aura pas le temps de toutes les Non, traiter, mais puis on sélectionnera un on- certain nombre, hein, voilà. Et puis les autres, on y apportera une réponse d'une autre manière, par écrit, par exemple. Alors, un dernier point sur le maintien de salaire, puisque c'est quelque chose qui a été évoqué vraiment ces derniers jours. Et Eh j'en bien, profite pour faire le dernier sondage, qui est justement par rapport à ça. d'accord. Donc, comme ça, quand on aura terminé, on aura le résultat du sondage. Alors, donc, sur le maintien de salaire. Donc, comme je vous le disais, il n'y a aucune obligation d'origine légale ou conventionnelle de maintenir plus de 70% du brut. Pour autant, effectivement, euh, l'employeur peut décider de maintenir en tout ou partie, eh bien, le salaire, et on va parler de salaire net de toute façon, parce que ça semble compliqué de parler d'un maintien total du salaire brut, puisque ça pourrait aboutir même je dirais, à un salaire net supérieur au salaire net habituel, ce qui est Mhm. bien évidemment pas l'objectif poursuivi. Donc on va plutôt parler en maintien de salaire net.
Donc c'est une possibilité. On avait effectivement un gros doute par rapport à cette situation, et en particulier par rapport au traitement social de ce complément d'indemnisation. Alors, on avait une ancienne position, une ancienne, non pas si ancienne que ça, mais de 2013, une des rares positions de l'administration qui avait plutôt tendance, de l'administration du travail, donc c'est pour ça pas forcément grosse, euh, une grosse valeur juridique, parce qu'on n'est pas sur du droit du travail, on est sur le droit de la sécurité sociale, mais l'administration du travail avait plutôt tendance à dire que eh bien, ce complément d'indemnité ne devait pas être soumis à cotisation sociale et devait être aligné sur le régime de l'indemnité de chômage partiel, à savoir uniquement CSG-CRDS auto-spécifique. Fort logiquement, on s'est interrogé sur la situation. Alors, on a cru, dans un premier temps, que la situation était réglée dans le cadre d'une récente ordonnance sur le chômage partiel, qui faisait référence effectivement à ce complément de salaire et qui disait que pour ce complément de salaire, eh bien, le taux de CSG sera le même que celui pour l'indemnité de chômage partiel, à savoir 5,2, si ma mémoire est bonne. Voilà. Mais ça ne nous donnait pas forcément. Donc, cette ordonnance a été parfois interprétée de manière un petit peu large en disant ah bah oui, ça y est, c'est aligné. C'est aligné, donc on n'a pas de cotisation sociale à payer, sauf la CSG-CRDS. Non, c'est pas du tout ça ce que vient dire cette ordonnance. Donc, il a fallu attendre le positionnement de l'URSSAF. Euh, et aujourd'hui, on a une position de l'URSSAF alors qui vient de leur site internet qui nous dit que le complément de rémunération eh bien, suit le même régime social que l'indemnité de chômage partiel, c'est-à-dire effectivement uniquement CSG, CRDS auto-spécifique. Alors, ce qu'il faut simplement vous dire, c'est que cette position de l'URSSAF, euh, on a décidé de l'appliquer. On a décidé de l'appliquer parce que on estime quand même si cette position n'est pas juridiquement opposable, hein, elle n'est pas juridiquement opposable, mais on estime quand même que cette position, elle vient de l'URSSAF et qu'elle devrait être, en toute hypothèse, confirmée par un texte opposable. Et un texte opposable, ça serait une circulaire de la COS ou une circulaire ministérielle. Voilà. Euh, donc, vous aurez compris que la situation n'est pas sécurisée à 100%, néanmoins, le risque nous semble faible. Nous avons eu des contacts avec des personnes qui sont à la COS, indirectement. Et manifestement, eh bien, c'est la position qui sera confirmée par la suite. Donc, considérons que, sauf retournement exceptionnel, eh bien, ce complément de salaire ne sera pas soumis à cotisation sociale. Voilà. Alors, en revanche, il y a un point sur lequel il faut être vigilant. Là, par contre, ça vient de l'une des dernières ordonnances qui parle en fait d'une décision unilatérale de l'employeur. Alors, est-ce que vraiment cette décision unilatérale de l'employeur est une condition sine qua non pour mettre en place ce complément? Là encore, l'ordonnance ne va pas jusque-là, de la même manière que l'ordonnance ne dit pas que c'est une condition d'exonération de ce complément de salaire. Néanmoins, nous, la position de prudence qu'on a prise, et là pour le coup, je pense que ça ne pose pas de difficulté, c'est de se dire, faites une déclaration, faites une décision unilatérale de l'employeur à toutes fins utiles, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Il y a un document qui est à votre disposition qui a été fait avant-hier soir, il me semble, que vous retrouverez donc dans l'intranet et qui vous permet donc d'acter le fait que vous allez eh bien, maintenir ce salaire à tel niveau
pour l'ensemble du personnel. Je pense qu'il n'y a pas matière à faire de différence de traitement. Et surtout pour telle période. Soyez vigilants là-dessus parce que euh, bon, moi, j'ai un de mes clients qui s'est engagé sans limitation de durée, c'est osé quand même, hein. Faites attention à ça. Moi, je serai vous. Partez peut-être sur des périodes déterminées, quitte à renouveler. Quitte à renouveler, hein. Je pense que là-dessus aussi, il faut être prudent. Alors, c'est à relier à la remarque de tout à l'heure, hein. C'est vrai que les budgets sont bouclés en début d'année. Oui, mais attention, attention, je pense il faut être prudent sur le plan financier malgré tout, même si ça part bien évidemment d'un sentiment tout à fait respectable et d'un très bon sentiment vis-à-vis des salariés. À ce sujet, à ce sujet d'ailleurs, dans la communication que vous allez faire aux salariés, je pense qu'il est important, je pense qu'il est important quand même de valoriser aussi l'effort qui est fait par l'association. Euh, je pense qu'il ne faut pas que ce soit perçu comme étant un dû, parce qu'il n'y a rien il y a rien qui oblige les associations à maintenir ce complément de salaire. Et je peux vous dire que dans la majeure partie des secteurs d'activité, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est 70% de la rémunération brute. Donc je pense qu'il faut, sans faire de démagogie, mais il faut vraiment bah voilà, attirer l'attention des salariés que c'est un effort qui est consenti par l'association et que c'est de la même manière que l'association fait un effort, bah, je pense que je ne vais pas dire qu'on attend un retour, mais on attend aussi une implication aussi de tout le monde, association comme salarié, durant cette période délicate. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la présentation. Alors, Voilà. j'avais juste peut-être une petite précision à apporter par rapport à ce maintien de la rémunération. Donc, il y a certaines structures pour certains salariés mises à disposition qui, après avoir discuté avec l'adhérent, décident d'un maintien à 100% de la rémunération du salarié qui était mise à disposition chez l'adhérent. Dans cette hypothèse, il me paraît important quand même d'avoir une confirmation écrite de l'adhérent vous précisant que c'est lui qui vous demande de maintenir la rémunération de votre salarié à 100%, puisque ses salariés à lui, donc les salariés chez l'adhérent, perçoivent également 100% de leur rémunération. Puisque dans cette hypothèse, vous n'allez appliquer le maintien peut-être que pour ce salarié-là, et auquel cas il y aurait forcément une différence de traitement avec les autres salariés et par exemple les salariés permanents de l'association. Donc voilà, il est important d'avoir bien confirmation écrite qui justifie finalement la différence de traitement que vous allez faire entre vos salariés qui sont mis à disposition auprès de structures qui elles-mêmes maintiennent à 100% la rémunération de leurs salariés et les autres salariés à vous qui, eux, ne bénéficient que des 70%. En d'autres termes, euh, les salariés mis à disposition par le GE doivent tous être traités de la même manière. Si, par exemple vous assurez le salaire à 100% au niveau du GE, il doit être assuré pour tout le monde. D'accord. En revanche, si vous avez des demandes individuelles, comme le dit Adrien, ces demandes individuelles ne sont recevables que si, effectivement, comme le disait Adrien, eh bien, il y a maintien de salaire par l'adhérent auprès de ses autres salariés, si tant est qu'il ait d'autres salariés. Si tant est qu'il ait d'autres salariés, parce que souvent vous êtes sur voilà, sur des petites structures qui n'ont pas forcément d'autres salariés. Voilà. C'est très important, on ne peut pas faire je dirais de différenciation de ce type. Adrien, on fait quelques questions pour terminer. Il est déjà 12h44, on est un petit peu en retard sur le timing et on s'en excuse. On va prendre 10 minutes peut-être pour faire quelques questions-réponses. Et puis bah, après, de toute façon, ceux qui ont des impératifs, hein, vous pouvez vous déconnecter, bien évidemment.
Oui, voilà. Et puis, il y a quand même certaines questions qui ont été posées là aujourd'hui, auxquelles on avait déjà apporté des réponses, que ce soit sur le forum ou peut-être par téléphone, ou dans le cadre des divers documents qu'on a mis à disposition de PSL, hein. Euh, alors, donc, énormément de questions. J'ai essayé de faire un petit peu le tri. Alors, une question. Bonjour, si jamais un éducateur donne des cours de fitness, peut-il tout de même les donner par visioconférence? Alors écoutez, a priori, aucune incompatibilité, hein, donc à ce moment-là, ce salarié ne serait pas du coup déclaré en activité partielle, en tout cas en cessation d'activité, il continuera à travailler, mais au lieu de le faire directement en direct avec les adhérents, il le ferait par visioconférence. Mais à mon sens, il n'y a rien qui l'interdise. Ok. On nous a demandé de préciser par rapport au complément versé par l'employeur dans le cadre d'un arrêt maladie, si le complément à hauteur de 90% était en brut ou en net. On est en brut, hein, sur le complément légal. Ensuite, par rapport à ce que tu disais, Florent, sur les congés payés et le fait qu'on puisse imposer aux salariés, dans le cadre notamment d'un accord d'entreprise, qu'on puisse leur imposer de poser un certain nombre de congés payés, effectivement, c'est sur un maximum de 6 jours de congés payés. Et pour ce qui est des RTT, on peut du coup l'imposer sans accord d'entreprise et on peut en imposer jusqu'à 10. Donc 10 jours de RTT et 6 jours de congés payés. Avec un jour de délai de prévenance, hein, donc c'est très rapide, hein. Oui. Une question qui concerne du coup pas mal de PSL, les chargés de développement qui n'ont plus d'interlocuteurs ne peuvent plus se déplacer. Est-ce envisageable de les placer en activité partielle? Au fil des semaines, les dossiers à travailler sont réduits par la force des choses. Alors on peut faire un parallèle avec les commerciaux. Alors pour qui effectivement l'administration préconise de travailler le plus possible en télétravail. Donc une chose est sûre, c'est que pour ce type de salarié, vous avez la possibilité de baisser leur durée du travail pour tous les déplacements qui effectivement ne peuvent pas faire et peut-être garder une certaine durée du travail qui correspondrait à ce qu'ils peuvent faire par téléphone ou par mail. Mais si effectivement il y a vraiment impossibilité de leur donner des tâches, en tout cas par principe, ils sont pas, on peut leur appliquer le dispositif de l'activité partielle. Euh, une précision également qui nous a été demandée. Donc dans un groupement d'employeurs qui a des salariés mis à disposition et des salariés permanents. Dans l'hypothèse où vous avez vos salariés permanents qui continuent à travailler, hein, notamment par télétravail, est-ce que vous pouvez quand même demander une mise en activité partielle avec cessation d'activité pour les salariés mis à disposition? Alors la réponse est oui, effectivement, vous avez la possibilité de prévoir un régime différent. Florent, Adrien a eu un souci, vous pouvez peut-être reprendre à sa Ah, place. Oui, vous pouvez y aller, mais Adrien n'est plus là. on peut reparler là, c'est bon? Ah, ah, Adrien n'est plus là. D'accord. Ah, il y a une coupure. À ce moment-là, je vais basculer sur d'autres questions, hein, puisque alors on nous demande si pour la consultation du CSE, j'ai plus de 11 salariés équivalent temps plein. Alors en l'occurrence, hein, au niveau de la CC, je ne sais pas si on parle de la CCN du sport, mais le seuil est abaissé à 7. Je n'ai pas de CSE et surtout, je n'ai pas fait les démarches, c'est-à-dire que je n'ai pas de PV de carence. Là, ça risque de poser difficulté, hein. Ça risque de poser difficulté puisque ben, vous ne pouvez pas, vous, vous ne
pouvez pas donc présenter le document de consultation du CSE. Donc voilà, ça risque de poser une difficulté. Il faudra peut-être en reparler. Mais vous voyez, c'est là que c'est sur ce type de situation, vous voyez que on voit que c'est important quand même d'être en règle sur certaines choses. Alors après, je ne peux pas vous garantir que ce soit. Enfin, j'espère que ce ne sera pas une fin de non-recevoir, mais en tout cas, votre dossier ne sera pas complet, ça c'est une certitude. Et peut-être que vu le contexte, peut-être que la directe en profiterait pour refuser votre dossier. C'est bien probable. L'envoi d'une note d'information sur le chômage partiel par mail aux salariés est-il suffisant s'il n'y a pas de CSE? Oui, oui, absolument, hein, Ouais, je dirais je c'est ça. m'excuse, j'ai des problèmes de Donc connexion. j'ai repris, mais j'ai pas repris ta question, Adrien. Ouais. Donc l'envoi d'une note d'information par mail aux salariés convient parfaitement. Parfaitement bien. Allez, encore une, puis je te laisse finir ta question, Adrien. On nous demande si le délai, c'est un délai, vous savez, le délai de 30 jours pour faire la déclaration, si c'est un délai calendaire. Effectivement, à défaut de précision dans le texte, c'est un délai calendaire, effectivement. Il n'y a pas de précision sur le fait que ce soit des jours ouvrables. Adrien, tu veux peut-être reprendre la question où tu en étais? Euh, mais je vais pas pouvoir, non. Je vais pas pouvoir. C'est pas grave. Non, je vais continuer parce que Adrien a manifestement des problèmes de connexion. Alors, il y a effectivement, j'imagine, on nous pose une question, je ne vois pas qui est à l'origine, mais j'imagine qui en est l'auteur, qui nous dit que est-ce qu'on peut partir sur le même principe d'allègement de charges pour la prime, ce qu'on appelait la prime Macron, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Alors là, il faut effectivement, vous voyez d'où l'intérêt de se tenir bien informé des textes qui sortent, mais pas forcément avant. Eh bien, on a une ordonnance qui est tombée hier et qui, pour le coup, vous savez, il y avait tout un débat pour savoir si les associations sans but lucratif devaient ou non mettre en place un accord d'intéressement pour verser la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Eh bien, l'ordonnance, donc l'une des ordonnances qui vient de tomber hier, supprime donc Ouais, je l'obligation de m'excuse, mettre en il y a des gros place problèmes un de accord connexion là, ça d'intéressement. coupe. Donc on n'a pas eu le temps encore de communiquer vis-à-vis de vous, mais on vous fera une info juridique là-dessus. Voilà. Donc ensuite, Mm. je m'excuse, je dois tout faire tout seul puisque manifestement Adrien a perdu la connexion. Voilà. Euh, Dans le cadre de l'activité partielle, peut-on alterner maintien à 70 et 100%? Alors, là, pour le coup, la question n'est peut-être pas très claire. On va essayer de la reformuler. Si ça veut dire, Oui, dans un oui, oui. premier temps, pour une durée déterminée, assurer Alors, 100%, puis dans un deuxième temps, bon, à ouais. l'issue de la déclaration, de la décision J'ai une unilatérale de question. Un l'employeur, salarié mis en revenir activité sur partielle ne un peut pas maintien faire de ses salaire, cours soit au via niveau YouTube légal, soit à un niveau et légèrement ouvrir une supérieur. cagnotte. C'est Cela serait possible, considéré mais comme il du faut travail au avoir noir. une Alors oui, information effectivement, votre avec salarié, dès lors l'inscription qu'il est mis en activité unilatérale. partielle, Voilà. en tout cas, il ne peut, Rien, son peut-être contrat encore de une ou deux travail est questions, suspendu, il ne peut et plus puis effectuer de prestations, oui, il y en en tout a cas plein pour d'autres, vous. hein. Alors après que lui, de son côté, fasse des cours via YouTube,
en percevant une cagnotte, à la rigueur, pourquoi pas, mais en tout cas, il ne faut pas que ces prestations soient faites pour son employeur, donc pour vous. Il est en suspension de son contrat de travail, donc il effectue plus aucune activité pour vous. Soyez très vigilants là-dessus, hein, là, on peut rentrer sur le terrain de la fraude. Donc, si vous avez un salarié, bon, c'est notamment et surtout pour les cessations totales d'activité, mais si vous voyez qu'il y a un salarié qui intervient même, je dirais, de manière très ponctuelle, il faut bien gentiment le rappeler à l'ordre parce que Bah, vous je reprends. pouvez Donc du coup, effectivement, mais je crois que j'avais fini de répondre à cette question, hein. C'était au moment où je vous précisais que Ah oui, effectivement vous on nous avez dit, alors quelqu'un qui suit, l'adhérent merci beaucoup à ce que vous faites, qui effectivement. va Vous avez Adrien qui vis-à-vis remet de sur la ses note utile salariés à de lui l'adhérent souhaitant maintenir que la chacun salaire à rémunération à 100%. 100%. Du coup, il va vous demander d'en faire de Très bien. même avec votre salarié à vous que vous mettez à disposition chez lui, en application du principe d'égalité de traitement entre les salariés mis à disposition et les salariés de la structure chez qui il est mis à disposition. Donc là, effectivement, il faut bien penser à conserver un écrit de l'adhérent, de sorte à ce que vous puissiez justifier des raisons pour lesquelles, pour ce salarié en particulier, vous maintenez la rémunération à 100%. Allez, une dernière question et puis on va vous libérer parce qu'il faut quand même qu'on tienne le timing et peut-être certains d'entre vous ont aussi des charges familiales à assumer avec les enfants. Dernière question je suis désolé, on répondra pas aux autres, mais on s'engage quand même à revenir vers vous. On va noter toutes les questions sur lesquelles vous avez pu poser vous interroger. Que devons-nous indiquer dans mise en œuvre pour limiter le recours à l'activité partielle? Alors, là, on rentre sur le technique, sur le site donc de la Directe. Je crois malheureusement que ça n'est pas un choix libre et que vous devez cocher telle ou telle possibilité. Ben, en fait, je dirais, ça part des outils qu'on avait vus ensemble tout à l'heure. Est-ce que vous avez mis en place, est-ce que vous avez fait malgré tout un maintien d'activité et de salaire, même avec cette réduction d'activité? Généralement, ça peut être le cas pendant une petite période hein, où on va maintenir le salaire tel quel. Est-ce que vous avez eu recours à des congés payés? Est-ce que vous avez eu recours à un compte épargne-temps? Est-ce que vous avez eu recours à des jours de repos? Vous voyez, c'est sur ce type de dispositif, mais le problème, c'est que, vous voyez, le site n'est pas forcément très ouvert, en tout cas sur cette question, donc vous n'avez pas d'énormes possibilités de réponse. Voilà. Bah, écoutez, bien qu'on n'ait pas eu le plaisir d'avoir un échange vocal, j'espère que cette première conférence ben, vous a intéressé. Nous vous tiendrons informés si on développe donc d'autres modules, notamment sur des problématiques plus techniques.